Dans cette vidéo, on va voir ensemble la suite de notre série sur le développement d'applications mobiles avec l'outil Flutter 3. Dans la précédente partie, je vous avais montré comment créer un formulaire pour ajouter de nouveaux événements directement depuis l'app, qu'on pouvait ensuite consulter depuis l'onglet Planning juste ici. Le problème, c'est que jusqu'à présent, toutes les données concernant les événements étaient stockées dans l'app. On dit qu'ils sont stockés en dur dans le code, donc ça veut dire que si je veux en rajouter un nouveau, je vais pouvoir le faire, mais quelqu'un qui aura la même application, il n'aura pas les mêmes événements, puisque c'est stocké dans l'application du téléphone. Donc ce qu'on va faire, c'est rajouter une base de données. C'est le sujet du jour. Donc pour ça, il y a plusieurs manières. Moi, je vais utiliser une plateforme avec plein de services qui sont proposés par Google. Ça s'appelle Firebase. Donc peut-être que vous en avez déjà entendu parler, puisque j'ai déjà traité de ce sujet sur ma chaîne, notamment quand on parlait de développement Android natif avec Kotlin. Et là en fait, pour ceux qui connaissent pas, c'est très simple, c'est une plateforme où on va pouvoir ajouter tout un tas de services pour construire des applications, rajouter un système de connexion, d'inscription, du stockage, mais aussi des analytics et plein d'autres outils un peu plus poussés. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, ça va être de mettre en place cet écosystème. Donc vous allez vous rendre sur le site firebase.google.com qui sera dans la description et vous allez vous connecter à votre compte Google. Pour ma part, j'ai déjà un compte, donc je vais me connecter ici et aller directement sur la console. Vous, si c'est votre première création de compte, vous allez ici dans Get Started. Parfait. Donc là, vous voyez que j'ai différents projets, vous n'en aurez aucun. Vous allez donc ajouter tout d'abord un premier projet. Donc on va lui donner un nom, par exemple, je vais l'appeler A5conf. Je clique ensuite sur continuer et là il me propose d'ajouter Google Analytics, donc je vais le désactiver puisque en France c'est plus possible et je clique sur créer un projet. Super, on est maintenant sur le tableau de bord de Firebase sur lequel on va pouvoir ajouter les services de notre projet. Alors tout d'abord, sachez une chose, c'est que tout ce qu'on va faire dans cette vidéo est gratuit, puisqu'on utilise une formule Spark qui nous offre jusqu'à 50 000 requêtes par mois en gratuit. Donc si vous voulez suivre la vidéo, vous n'avez pas besoin de payer et vous pourrez déjà commencer à avoir une petite app avec plusieurs utilisateurs, plusieurs requêtes et tout, sans avoir besoin de débourser le moindre centime. C'est quand vous allez passer sur la formule payante avec le paiement à l'usage, Blaze, que là, il va falloir faire attention pour le nombre de requêtes que vous allez utiliser puisque chaque requête sera un frais supplémentaire à payer. Ceci étant dit, allons-y, on va commencer par connecter Firebase, la plateforme, à notre application qui nous propose ici Apple avec iOS. On a aussi Android. Également, on peut connecter une application web si vous avez un site web en React ou autre. Et également Unity si vous voulez faire un jeu vidéo avec tout l'écosystème de Firebase derrière. Bien, nous on va utiliser la dernière option pour nous faciliter la vie, c'est Flutter tout bêtement. Donc vous allez cliquer dessus et on va simplement suivre la procédure de connexion. Le plus simple pour vous aider à démarrer est d'utiliser CLI Flutterfire. Donc Flutterfire, ça va nous permettre en une seule ligne de commande de pouvoir directement connecter notre app à Firebase sans avoir besoin de créer des fichiers, mettre des credentials ou autre chose. Ok. Donc là, la première étape, ça va être d'installer la CLI Firebase. Donc on va se rendre sur ce lien à ce niveau-là et vous allez choisir la version adéquate à votre système d'exploitation. Si vous êtes sur Windows, vous prenez ceci. Si vous êtes sur Mac ou autre, vous prenez cela. Alors vous avez vu que moi je suis passé sur Mac. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai besoin de générer des applications pour le Play Store, pour Android, et également pour l'App Store, pour iOS. Des clients me demandent les deux. Donc c'est pour ça que je suis passé sur Mac, c'est pour pouvoir livrer les applications aussi sur l'App Store. Et pour ça, il me faut Xcode qui est uniquement disponible sur Mac. Alors il existe des solutions un peu obscures, des alternatives, des émulateurs, tout ça, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Là, on va considérer que c'est acquis. Vous allez vous rendre du coup sur votre système d'exploitation et ce sera la même ligne de commande et la même procédure pour Windows et Mac, bien sûr. Il va vous falloir l'outil Node.js. Donc Node.js, ça va permettre de pouvoir exécuter des instructions dans un environnement JavaScript. Donc pareil, vous avez le lien en description et je vous recommande fortement de prendre la version LTS, la Less Stable Version. Donc allez-y, vous cliquez dessus pour pouvoir télécharger cette version. Et une fois le téléchargement fini, on va pouvoir lancer l'installeur. Donc c'est une installation classique, vous faites continuer, accepter, etc. Et vous attendez quelques instants que l'installation se finisse. Parfait.
Donc à partir de maintenant, l'étape suivante, ça va être de taper la commande npm install-g firebase-tool. Donc ça permet d'installer de manière globale, donc sur tout votre ordinateur, les outils de Firebase. Ils vont vous permettre de pouvoir connecter votre application. Donc allons-y, on va copier cette commande et on va ouvrir un invite de commande à ce niveau-là. On va mettre cette commande npm install-g firebase-tool. Je fais entrer et on attend la fin de l'installation. Super, on peut fermer ça et maintenant allons-y pour la suite. Donc le SDK de Flutter, on l'a déjà, sinon on ne pouvait pas créer de projet. Flutter Create, ça permettait de créer le projet, on l'a déjà fait. Donc je vais pouvoir cliquer sur suivant. Et là, on va pouvoir installer la CLI de Flutterfire, qui, je vous le rappelle, va permettre de facilement intégrer notre application. Donc le plus simple, ça va être de copier ici cette ligne de commande et d'aller sur Android Studio dans l'onglet Terminal. D'ailleurs, on aurait très bien pu faire la commande npm install ici sans aucun souci. Je vais coller ici ma ligne de commande, je fais entrer, ça va installer cet outil. Parfait. Donc là, il me dit, est-ce que vous voulez l'ajouter dans les variables d'environnement? On va ici faire la commande d'export. Comme ça, à partir de maintenant, on pourra directement taper la commande Flutterfire et ce qu'on veut faire. À partir de maintenant, on va pouvoir utiliser les commandes de Firebase. Donc vous allez faire Firebase espace login, ce qui va permettre de pouvoir connecter votre ordinateur à votre compte Google, qui est relié à votre application. Donc là, il nous demande est-ce qu'on autorise Firebase à utiliser la collecte CLI. On fait Y pour dire yes. Et on se connecte à notre compte Google en autorisant Firebase CLI. Parfait. À partir de maintenant, il ne nous reste plus qu'à taper cette commande qui va permettre de pouvoir initialiser notre projet sur Android Studio. Donc c'est parti, on exécute. Donc là, il me propose toutes les plateformes sur lesquelles je peux intégrer ce projet. Étant donné que j'ai choisi l'option Flutter, ça va le faire pour tous directement. Donc on appuie sur Entrée et ça va enregistrer Firebase sur chacune des applications. Si jamais vous avez une erreur à cette étape, n'hésitez pas à poser votre question dans les commentaires. Donc là, il me dit qu'il va faire des modifications côté Android dans le fichier build.gradle. J'appuie sur Y pour dire yes. Et voilà, on peut voir que ça fonctionne parfaitement. Ça vient d'enregistrer l'app. On peut maintenant revenir ici et cliquer sur suivant. Et il nous propose directement le code qui va permettre de pouvoir déclencher la connexion à la plateforme dès que l'application va se lancer. Donc c'est très simple. Pour initialiser Firebase, il faut appeler la méthode initializeApp qui appartient au package Firebase Core. Donc vous allez devoir tout d'abord copier ce package, on va l'installer. On va taper la commande flutter pub add pour ajouter un nouveau package qui s'appelle Firebase Core, comme ceci. Et là, ça l'a ajouté sans aucun souci. Alors, qu'est-ce qui se passe si jamais ça vous dit Flutter n'est pas reconnu? Eh bien, je vais vous mettre dans la description une petite vidéo qui vous montre comment l'ajouter dans les variables d'environnement de votre ordinateur. Ok? Donc là, il faut savoir une chose, c'est que lorsque vous allez importer Firebase Core, vous aurez besoin aussi d'importer Firebase Option qui contient tous les credentials, donc c'est les identifiants de connexion. Je vais copier déjà ces deux premières lignes pour importer tout ça. Donc je vais aller ici. Ici j'ai mon fichier Firebase Option, donc comme je vous ai dit avec les identifiants de connexion. Et nous on va se rendre plutôt dans le fichier main.dart et plus particulièrement au-dessus du main pour venir coller ces deux lignes d'instruction. Ensuite, on va utiliser cette méthode Firebase Initialize App pour aller initialiser Firebase en fonction de la plateforme actuelle sur laquelle on se trouve. Donc si par exemple la personne lance son application depuis un téléphone Android, et ben ça va détecter la plateforme Android. Si ça lance depuis un web, ça va lancer la plateforme web, etc. C'est parti, on copie cette instruction et dans le fichier main, avant de lancer l'app, on va avoir besoin d'initialiser tout ça. Donc là, le problème, c'est qu'il ne reconnaît pas le mot await, qui est un élément en programmation qui permet de faire de l'asynchrone. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des instructions qui peuvent prendre du temps à s'exécuter et qui peuvent bloquer la suite du code. Donc on va devoir transformer notre fonction main en une fonction asynchrone, ce qui va permettre de pouvoir exécuter à un moment précis
l'initialize app qui va pouvoir s'exécuter dans son coin et ça ne va pas bloquer le lancement de l'app. Donc ça s'exécute dans son coin, mais l'app peut quand même se lancer. Enfin, il peut arriver que notre application ait du mal à se connecter à ses dépendances, dont Firebase. Donc on va quand même rajouter juste avant une petite instruction en utilisant le widget flutter binding .unsure_initialize, comme ceci. Comme ça, au lancement, on sera sûr que toutes les dépendances rattachées à notre application seront forcément initialisées avant de poursuivre la suite du code. Parfait. Alors maintenant, vous allez me dire, ok Graven, c'est bien beau tout ça, mais à quel endroit on va créer cette fameuse base de données? Eh bien, en retournant sur Firebase, on peut maintenant accéder à la console puisqu'on a fini la procédure d'ajout. On a maintenant 3 applications connectées, Android, iOS et web, juste ici. Parfait. Il nous propose maintenant de rattacher un service. Firebase, c'est la plateforme. Dans Firebase, il y a tout un tas de services. Par exemple, Authentication, ça va permettre de créer un système d'inscription et de connexion en quelques lignes. Et ça, c'est vachement pratique. Je vous le montrerai sûrement dans une autre vidéo. Nous, on va se concentrer sur le deuxième, Cloud Firestore, qui lui permet de créer des bases de données. C'est vachement pratique puisqu'il n'y aura pas besoin de faire une installation de MySQL, MariaDB ou autre et de faire nous-mêmes nos requêtes. On aura directement des méthodes qu'on va pouvoir utiliser. Donc allez-y, vous allez cliquer sur Cloud Firestore juste ici et on va créer une base de données. Tout d'abord, il nous propose de choisir le mode de la base. Donc par défaut, le mode production n'autorise pas de lire ou d'écrire dans cette base, donc on pourra rien faire. Donc on va plutôt partir sur le mode test pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Et je vous mettrai dans la description une petite documentation qui va permettre de rajouter des permissions pour le mode de production. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes en mode de production, par exemple, vous allez écrire vos propres règles qui vont faire que uniquement tel nom de domaine va pouvoir accéder à l'application Firebase. Ça va éviter certains problèmes, notamment des problèmes de piratage de base ou autres. Donc allons-y pour le mode de test. Il sera accessible pendant un mois, donc jusqu'au 29 juin pour mon cas. Je fais suivant et je vais choisir l'emplacement Europe, puis on peut cliquer sur activer. Donc comme je vous ai dit, ce qu'on est en train de faire actuellement est entièrement gratuit jusqu'à 50 000 requêtes. Au-delà de ça, votre application va se bloquer et vous devrez payer. Mais 50 000 requêtes, il faut vraiment y aller fort pour les atteindre. Parfait. Alors comment cela fonctionne? Eh bien en réalité c'est très simple. Il faut vous poser une question. Qu'est-ce que vous avez envie de stocker? Je vous rappelle que nous, on a envie de stocker des événements. Chaque événement contient 4 propriétés. Le nom du speaker, la date, le sujet et une photo qui est l'image ici. Avec Firebase Firestore, on va créer ce qu'on appelle une collection. Une collection, c'est un peu comme une table. Donc nous, on veut stocker des événements. Donc on va créer une nouvelle collection qui va s'appeler Events, par exemple. Je fais suivant. Et là, on va rajouter un premier document à l'intérieur. Un document, c'est tout bêtement un premier événement. Donc là, on a ici le premier champ. Je vais mettre speaker et je vais laisser string puisque je veux stocker du texte. Si je voulais stocker un nombre, j'ai un number, pour un booléen, booléen, etc. etc. Ok. Donc la valeur, ce sera ici your shamla, comme ceci. Puis je vais ajouter un deuxième champ, puisque là, j'ai besoin de stocker la date. Alors attention, il y a la date de début de la conférence et la date de fin. Soit vous décidez de stocker la date sous forme de texte et vous écrivez par exemple 10h à 13h, mais là vous ne pouvez pas contrôler la date et la manipuler. Ou alors vous pouvez utiliser ce qu'on appelle un timestamp qui va permettre de stocker la date exacte à ce niveau-là. Donc imaginons par exemple la conférence a lieu au mois de juin, le 6 juin, et qu'elle commence, pourquoi pas, à 9h15, comme ceci. Et bien là, ça va enregistrer directement cette date de manière précise à une heure précise. Le problème, c'est que là, on stockera uniquement la date de début. Donc si vous avez besoin de la date de fin, vous rajoutez un autre champ avec marqué la date de fin. Restons sur cette base pour que ce soit le plus simple pour tout le monde. Il nous faudra maintenant un troisième champ qui est le sujet de la conférence, qui est un texte. Donc allons-y, on ajoute un nouveau champ et on va mettre ici subject. Donc là, je vais mettre le code legacy. Et enfin, le dernier champ, ce sera avatar
Et ici, je vais mettre Lior. C'est aussi une chaîne de texte. Si j'avais voulu stocker une image, il faut que j'utilise un autre service de Firebase qui s'appelle Storage. On verra ça un peu plus tard. Donc là, vous avez en fait défini un premier document, un premier événement pour votre collection. Et avant de le publier, il va falloir générer automatiquement un identifiant à ce niveau-là. On pourrait très bien l'écrire nous-mêmes, mais là au moins on génère un identifiant unique. Comme ça, quand on aura besoin de récupérer cet événement, on pourra lui donner cette clé et ça va nous le renvoyer. Donc c'est parti, je clique sur enregistrer. Et là, je me retrouve maintenant avec ma collection Events, un premier document. Et dans ce document, je vais avoir ici mes 4 champs. À chaque fois ici, il y a une clé et une valeur. Clé date me donne cette valeur, la clé speaker me donne cette valeur, etc. Alors je fais une petite erreur ici, on va changer Lior. Parfait. Donc on va faire la même chose pour les autres conférences. À chaque fois, on ajoute un nouveau document, on génère automatiquement et on va mettre les 4 champs speaker. Donc le deuxième c'est Damien Cavaillès. Ensuite la date qui est un timestamp, je vous le rappelle. On va le mettre, pourquoi pas, au 6 juin à 13h30. On ajoute un champ, on va mettre ici le sujet de la conférence, Guide Blame No Offense. Et enfin, l'avatar. Et nous, on avait mis Damien. Donc l'ordre dans lequel vous mettez les éléments ici n'importe peu, sachant qu'ils vont automatiquement se trier quand vous allez faire enregistrer dans l'ordre alphabétique. Donc je vais cliquer sur enregistrer et me voilà avec un deuxième document. Donc là, j'ai le premier et là, j'ai le deuxième. Attention, il faut que les champs que vous mettez ici soient exactement les mêmes dans tous les documents. Si jamais vous avez un document avec la clé avatar écrit différemment, par exemple avec un A majuscule, et que là c'est écrit en minuscule, ça ne marchera pas. Il faut que ce soit exactement la même clé partout dans tous les documents. J'insiste là-dessus puisqu'il y a souvent des erreurs là-dessus. Bien, on va ajouter un troisième document, donc même procédure, je génère, speaker, cette fois-ci ce sera Defend Intelligence. Ajouter un document, la date, ce sera un timestamp. Cette fois-ci, on va mettre, pourquoi pas, le 7 juin à 14h30. On ajoute un document, ici, ça va être, pourquoi pas, l'avatar, pour vous montrer qu'on peut le mettre dans n'importe quel ordre. La clé Defend Intelligence. Et enfin, le dernier champ, ce sera le subject à la découverte des IA génératifs. Parfait. Donc je clique sur enregistrer et me voilà maintenant avec mon troisième document. Ceci étant dit, on va pouvoir maintenant s'attaquer à la partie code. Vous allez retourner sur Android Studio et la première chose qu'on va faire, ça va être d'installer un nouveau module qui va permettre d'utiliser Firebase Firestore. On a Firebase, la plateforme, qui est pour l'instant correctement connectée, mais il va falloir utiliser Firestore pour pouvoir s'en servir et faire les requêtes. Donc allons-y. On va taper Flutter pub add cloud firestore avec un underscore, le fameux tiré du 8. Je fais entrer pour procéder à l'installation et maintenant on va pouvoir s'en servir. On peut fermer ça à ce niveau-là et on va pouvoir maintenant utiliser le code pour ajouter de nouvelles conférences depuis l'app, maintenant que c'est relié à une base, et également dans l'onglet planning, pouvoir récupérer toutes les conférences dans la base de données et les mettre ici. On va se rendre dans le fichier add-event-page.dart à ce niveau-là. Et si on descend un petit peu, on avait fait un code qui permet d'afficher les différentes informations qui étaient inscrites dans ce formulaire au moment de l'envoi. C'était le sujet de la vidéo juste avant. Donc on va supprimer ici ce print et on va tenter de faire un ajout dans la base de données. Ou plutôt dans la collection qu'on a créée qui s'appelle Events pour être plus précis. Pour ça, c'est très simple, ça va se dérouler en 2 étapes. Tout d'abord, on aura besoin de récupérer cette collection. Donc, je vais ici faire un Firebase Firestore. Vous allez cliquer sur la première option pour pouvoir l'importer. Point instance, point collection. Comme ceci. Donc, quand vous faites ça, ça va permettre de récupérer l'accès à notre base. Et on va lui dire, je veux que tu me récupères l'accès à la collection Events, comme ceci. Attention, ça doit s'appeler exactement pareil que ce que vous avez mis ici, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc si vous avez mis une majuscule à Events comme moi, vous devez automatiquement la répercuter ici. Parfait. Donc je vais pouvoir me récupérer ce que renvoie cette instruction et je vais le stocker dans une variable de type collection
reference, qui est le type renvoyé par collection. Donc je vais ici l'appeler events ref et ce sera égal à tout ça. À partir de maintenant, si je tape eventsref. Je vais avoir accès à plein de méthodes qui vont nous permettre de pouvoir ajouter un document, compter le nombre de documents, récupérer un document ou faire plein d'autres choses. Donc je vais faire un add pour ajouter un nouveau document et à ce niveau-là, dans les parenthèses, je vais avoir besoin de lui donner un ensemble de clés valeurs. Donc je vais lui envoyer carrément une map. Vous allez mettre ici des accolades et à l'intérieur, on va pouvoir mettre entre guillemets le champ speaker, deux points, et là le nom du speaker que je viens de rajouter, je vais le récupérer dans speaker name, comme ceci. Je rajoute une virgule et je vais à la ligne pour ajouter un deuxième champ. Le deuxième champ, c'est date de la conférence. Je vais mettre ici selected conf date. Je rajoute une virgule. Ensuite, je vais avoir le sujet de la conf, subject. Là, c'est très simple, c'est conf name. Et enfin, le dernier champ, ce sera l'avatar. Donc là, c'est un peu plus compliqué parce qu'on ne peut pas importer d'image avatar. Donc on va laisser par défaut comme image celle de Lior. Ok ? Qu'au moment d'envoyer le formulaire, donc la personne va compléter, elle clique sur envoyer, ça va venir rajouter une nouvelle ligne en dessous. Je vais enregistrer et on va tester ça tout de suite. Donc là, au moment de relancer mon code, on peut voir que j'ai une erreur. Ça me dit tout simplement que le plugin Cloud Firestore nécessite une version supérieure du SDK d'Android. Étant donné que c'est déjà géré du côté de Flutter et que je n'y ai pas touché moi-même, je vais devoir manuellement faire ce changement. On va se rendre dans le dossier Android, puis dans App, et là on a un fichier build.gradle, juste ici. Donc on va descendre tout en bas. Et là vous avez min SDK version avec marqué flutter.min_sdk_version. Donc on va remplacer cet élément en mettant ici 19. Également, on va rajouter une nouvelle ligne après version name en écrivant multi-dex enabled true, comme ceci. Ça va permettre de pouvoir activer le multidex qui permet au compilateur de convertir notre code source en fichier dex directement. Si vous êtes débutant, vous n'avez pas besoin de savoir plus en détail. Rajoutez juste cette ligne de code et on va pouvoir maintenant relancer notre projet. Le build est en cours, c'est en train d'installer l'application. À partir de maintenant, je vais tenter d'ajouter une nouvelle conférence, apprendre le Python, le nom du speaker, Graven. Le type de conférence, on ne l'a pas indiqué dans la base de données, donc on va le rajouter plus tard. Et enfin, la date de la conférence, on va mettre par exemple 7 juin à 10 h du matin. Parfait. Donc à partir de maintenant, si je clique sur envoyer, si je retourne sur Firestore, on peut voir que j'ai un nouveau document qui s'est rajouté avec les différents champs que j'ai spécifiés. On va quand même rajouter le type de conférence qu'on avait défini à ce niveau-là. Donc je retourne sur ma base et sur chaque document, on va ajouter un champ qui va s'appeler type, qui est le type de conférence. Donc là, le string, je vais mettre par exemple talk, je fais ajouter. Je fais la même chose sur tous les autres documents. Ils doivent tous avoir le champ type, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc là, je vais mettre par exemple démo pour un démo de code. Ici, apprendre le Python, un type démo aussi. Et enfin, le dernier, à la découverte des IA génératifs, on va mettre un type talk également, comme ceci. Donc là, je retourne sur mon code et au moment d'envoyer ce nouveau champ, on va rajouter la clé type avec comme valeur la personne a choisi, donc c'est selected conf type, comme ceci. Donc là, c'est parti, on va essayer tout ça. Je vais créer une conférence pour un partenaire, par exemple école d'informatique, nom du speaker Graven School, le type de conférence c'est un partenaire et la date, on va mettre le 7 juillet à, pourquoi pas, 12h30, comme ceci. Donc là, je vais mettre ça à côté. Et à partir de maintenant, lorsque je clique sur envoyer, on peut voir que ça rajoute automatiquement un nouveau champ avec Graven School, école d'informatique et le type partenaire. Donc ça fonctionne parfaitement.
Félicitations, vous venez de finir la deuxième partie de cette vidéo. Vous avez vu comment on ajoutait des champs depuis notre app. Maintenant, il nous reste une dernière étape, ça va être dans l'onglet Planning pour les afficher à ce niveau-là. Puisque pour l'instant, tout ce qu'on a dans Planning, c'est ce qu'il y a ici en local. Donc rendez-vous dans eventpage.dart et on va faire quelques changements. Tout d'abord, pour éviter de se confondre avec les données ici, je vais supprimer tout le contenu de cette liste d'events, comme ceci. Donc là, j'enregistre et là, dans Planning, je n'ai plus rien. Donc pour récupérer le contenu de cette collection afin de l'afficher, on a globalement deux techniques. La première, c'est de faire une seule requête et de l'afficher. Et la deuxième, c'est de faire une requête qui va être un flux d'informations qui va être en temps réel. C'est ce qu'on appelle un stream builder. On va plutôt partir sur cette deuxième possibilité. Vous allez retourner sur votre code et récupérer tout ce qu'il y a dans le center, juste ici. Et on va le copier-supprimer. Donc là, à l'intérieur, on utilisait ce fameux Stream Builder. Et dans le Stream Builder, on aura besoin de plusieurs éléments. Tout d'abord, un stream, qui est la requête qu'on veut faire à notre collection pour récupérer tout le contenu en temps réel. Donc, je vais faire ici un Firebase Firestore.instance.collection, exactement comme on l'a fait tout à l'heure. Et là, on va mettre notre collection Events. Jusqu'à là, ça ne change strictement rien à ce qu'on a fait avant. Mais pour récupérer le flux, on va faire un point snapshot. À partir de là, cette requête à la collection va nous renvoyer toutes les snapshots qui contiennent nos différents documents. Chaque document comportera les informations et on pourra donc les afficher facilement. On va rajouter ici un builder qui va nous permettre de construire notre vue avec ce qui a été récupéré par la requête. Donc je vous propose de mettre ici vos deux points et de faire CTRL espace. Et ça va vous proposer d'ajouter entre parenthèses les deux paramètres nécessaires. Donc ici contexte, ça va être un build context qui va contenir des informations sur la fenêtre sur laquelle on se trouve globalement. Et la snapshot, c'est elle qui va contenir les données qui ont été récupérées par cette requête. Donc là, on va mettre le type async snapshot et entre chevrons, query snapshot. Donc là, ce qu'on vient d'écrire ici, ça permet de pouvoir récupérer la réponse de cette requête. Et dans la query snapshot, on aura le document qu'on va analyser. Donc on va supprimer ici la flèche et ouvrir des accolades. Et à ce niveau-là, on va faire ici une condition pour vérifier si la réponse à cette requête a été réceptionnée ou est encore en cours. Pour ça, c'est très simple. On va faire un if snapshot.connectionState et on va vérifier si c'est égal, donc double égal, à connectionState.waiting. Si c'est le cas, on va renvoyer un composant qui va être un Circular Progress Indicator. Alors c'est quoi le Circular Progress Indicator? Eh bien c'est tout simplement un spinner qui tourne sur lui-même en attendant la réponse. On va sortir de ce if et on va faire une autre condition pour vérifier si après avoir réceptionné ces données, elles existent. Parce qu'il se peut que la requête n'envoie aucune donnée et il ne faudrait pas afficher une liste vide mais plutôt un message. Donc on va faire if snapshot.asData comme ceci. Et pour faire la condition inverse, on rajoute un point d'exclamation. Donc si la réponse à cette requête n'a pas de données, on va renvoyer un composant de type texte en mettant aucune conférence. Comme ceci. Donc si on a réussi à passer cette condition, ça veut dire que la requête a abouti. Et si on a passé cette deuxième condition, ça veut dire qu'il y a des données à l'intérieur de la réponse. Donc à ce niveau-là, on va pouvoir se créer une liste de dynamique qu'on va appeler events comme ceci. Donc c'est une liste. On va pouvoir du coup supprimer la ligne 13 qui n'est plus nécessaire. Et cette liste d'events, on va pouvoir l'alimenter avec ce qu'on aura récupéré dans snapshot.data.docs. Ça va permettre de récupérer tous les documents de cette collection d'événements pour pouvoir les ajouter dans notre liste. Donc je vais faire ici un for each et pour chaque élément, on va venir l'ajouter à l'intérieur d'Events. Donc avant, il va falloir régler la petite erreur ici, puisqu'il se peut que les données soient vides, mais on l'a vérifié. Donc on va mettre un point d'exclamation pour lui dire « T'inquiète pas, data n'est pas nul, donc tu peux très bien t'en servir. » Et maintenant, on va pouvoir récupérer les différentes informations. C'est parti, je vais faire un events.add et mettre ici element. Donc là, ça va parcourir chacun de mes documents et récupérer les données pour les stocker dans liste de events. Et une fois que j'aurai rempli cette liste,
je vais pouvoir renvoyer le composant qu'on avait supprimé tout à l'heure. Donc là, on va faire juste un petit changement sur avatar. On va rajouter un point toString, point toLowercase, puisque je vous le rappelle que les images qu'on a rajoutées dans Assets Image sont tous en minuscules. Donc si jamais on a fait une erreur, par exemple ici on a mis Damien avec un D majuscule, eh bien ça ne fonctionnera pas, il ne va pas trouver l'image en question. Donc j'enregistre, et si maintenant je reviens sur Planning, on peut voir que ça fonctionne parfaitement. J'ai bien mes 5 conférences qui sont inscrites dans la base de données. Le seul souci, c'est le format que j'ai utilisé pour afficher cette fameuse date avec l'heure de la conférence qui n'est pas compréhensible par tout le monde. Donc on va faire une petite conversion. Pour ça, je vais ajouter un nouveau package de conversion. Donc dans mon terminal, on va faire un Flutter pub add et je vais utiliser le int_l package comme ceci. Donc grâce à ce package, je vais pouvoir utiliser un outil qui s'appelle le dateFormat qui va me permettre de passer une date et de la convertir dans le format que je souhaite. Ça va vraiment nous faciliter la vie. Donc avant, il va falloir transformer cette date et spécifier que c'est un timestamp qu'on récupère là, que je vais appeler timestamp. À partir de là, je vais pouvoir me créer un élément pour avoir la date convertie. Là, vous allez utiliser une des méthodes suivant le format que vous souhaitez pour faire cette fameuse conversion. Moi, je vais partir sur ce format-là, qui me semble plutôt pas mal. Donc, on va récupérer la méthode de formatage et la mettre ici. Et faire un point format avec le timestamp, point to date, pour convertir dans un autre format de date. Donc encore une fois, vous n'avez pas besoin de comprendre tout dans les détails, c'est simplement un passage d'un format à l'autre. Et là, si vous enregistrez, vous vous retrouvez avec un format beaucoup plus lisible. Alors sachez une chose, c'est que lorsque vous faites l'appel à cette collection Event pour récupérer les documents, vous avez la possibilité d'actionner des filtres. Par exemple, on peut utiliser le where qui va permettre uniquement de récupérer les conférences d'un certain type. Vous vous rappelez le champ type? Je peux vérifier par exemple si c'est égal au champ talk. Comme ça, je ne récupérerai que les conférences qui ont cette propriété. Mais également, je peux aussi utiliser la propriété order by pour faire sortir mes champs suivant un ordre spécifique. Par exemple, suivant la date, je vais avoir toutes mes conférences qui s'affichent, mais suivant le champ date dans l'ordre croissant par défaut. Donc là, ça commence au 30 mai et on peut voir que ça finit au 7 juillet. Si je veux que ce soit dans l'autre ordre, je peux mettre ici un descending sur true et ça va faire l'inverse, commencer à la date la plus lointaine et arriver sur la date la plus récente. Voilà, donc c'est des petits fils que vous pouvez actionner. Là, ce qui est pratique, c'est qu'on n'a pas besoin de faire comme en SQL et d'écrire nous-mêmes nos propres requêtes. On a quelque chose de beaucoup plus complet et beaucoup plus intuitif. Alors peut-être que certains d'entre vous aimeraient aller un peu plus loin, voir comment mettre à jour un document, le supprimer, etc. pour vraiment tout manipuler de A à Z. Sachez que sur la documentation, vous avez tout d'expliqué. Je vous la mettrai en description. Et vous pouvez même choisir sur d'autres langages. Donc moi, je suis en Dart avec le framework Flutter. Mais voilà, vous avez des petits exemples de code. À chaque fois, le principe est le même. On récupère une collection. Ensuite, dans cette collection, on récupère un document en lui donnant son identifiant. Donc là, par exemple, si je veux sélectionner le document Damien Cavaillès, bah, je mets cet identifiant là, ok. Donc là, par exemple, j'ai la méthode set qui va permettre de remplacer le contenu. Je peux utiliser le update pour juste remplacer que certains champs ou le delete pour supprimer carrément le document en question. Donc ça, c'est des petites méthodes que vous pouvez utiliser en plus. Vous avez pas mal d'exemples que vous pouvez utiliser là. On peut même créer nos propres classes et les utiliser avec Firebase pour rendre ça un peu plus consistant. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails pour cette vidéo, sinon ça risque d'être un peu long. Mais je vous invite vivement à aller voir tout ça. En plus, ça change assez régulièrement. Donc ça vous permet d'être tenu au courant et que la vidéo reste accessible dans la durée. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à mettre la cloche des notifications, c'est très important. Moi, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. C'était Graven, ciao à tous et à la prochaine. Hey, hey.